Sud Radio, l'invité politique. Jean-François Aquili. Jean-Françoa Aquili, votre invité politique ce matin, c'est Agnès Pannier-Runacher, députée Ensemble pour la République du Pas-de-Calais et ancienne ministre. Bonjour à vous, Agnès Pannier-Runacher. Bonjour, Jean-François Aquili. Le budget sera enfin entériné ce soir, après les deux ultimes motions de censure RN et LFI. Vous en êtes satisfaite? 7,3 milliards d'euros de surtaxes payés par les 300 plus grandes entreprises. Franchement, est-ce que vous validez ce budget ? Non, moi j'ai été constante sur ce sujet-là. Je pense que ce n'est pas un bon budget parce que ce n'est pas un budget qui prépare l'avenir. Mais c'est un budget dont nous avons besoin aujourd'hui parce que, on l'a vu, moi je le vois sur mon territoire du Pas-de-Calais, les entreprises ont levé le crayon, elles ont arrêté d'investir, elles ont arrêté de recruter parce qu'elles voulaient savoir à quelle sauce elles seraient croquées dans le budget. Donc on a besoin de ce budget, on retrouve le niveau de prélèvement obligatoire de 2019, du fait de l'ensemble des groupes politiques, et je peux dire que en dehors du bloc central, effectivement, on veut résoudre les sujets de baisse de dépenses publiques en augmentant les impôts. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche, vous dites. C'est la poussière sous le tapis et rendez-vous en 2027, c'est un peu l'idée? Moi, c'est ce que je vois de la part des autres groupes politiques, c'est-à-dire qu'il y a une immense hypocrisie de dire ce budget n'est pas bon, mais moi j'étais pour empêcher l'augmentation des impôts, quand on voit que le Rassemblement national vote en première lecture 36 milliards d'augmentation d'impôts. Ils inventent la taxe sur la localisation de la production en France. Donc vous dites c'est la faute au RN? Non, voilà. Je dis c'est un manque de courage de beaucoup de groupes politiques, sachant que, moi je vais être très claire, Renaissance, mon groupe politique, nous n'avons cessé de batailler. Nous n'avons cessé de batailler pour faire en sorte de baisser les dépenses publiques et de ne pas augmenter les impôts. Et aujourd'hui, nous effaçons tout le travail qui a été fait de baisse des impôts entre 2017 et 2023 et nous revenons au niveau de prélèvement obligatoire de 2019. C'est dommage, mais nous serons là en 2027 pour proposer un programme qui tient la route. Vous parlez du RN, Marine Le Pen a déclaré « Monsieur Lecornu a échappé à la censure en sortant le carnet de chèques des Français pour acheter les voix du Parti Socialiste ». Mais qu'est-ce qu'elle a proposé, Marine Le Pen, en termes de baisse des dépenses? Elle n'a proposé que des augmentations d'impôts. Elle a proposé une augmentation de 26 milliards d'euros d'impôts sur les entreprises qui produisent en France. C'est une plaisanterie. Vous dites quand même merci à Olivier Faure? Je dis qu'on devait s'en sortir collectivement et que moi j'aurais espéré de la part des autres groupes politiques un peu plus de courage. Mais maintenant, à minima, il faut reconnaître que les Républicains, le Parti Socialiste, on fait le travail de trouver un chemin de compromis et de nous permettre de sortir de cette situation de blocage. Alors les entreprises sont assommées d'impôts, un peu plus à chaque fois. 6 Français sur 10, vous avez vu le sondage ce week-end, 58%, qui pensent qu'un patron ferait un bon président de la République. Enquête Opinionway pour la Fondapol, le cercle des entrepreneurs engagés. Les mentalités évoluent. Vous verriez un patron français à l'Élysée ? Écoutez, j'accueille ça à titre personnel avec beaucoup d'intérêt. Moi, j'ai été dirigeante d'entreprise. C'était mon métier avant de rentrer en politique. Je n'avais jamais fait de politique avant 2018 et de rentrer au gouvernement. Oui. Et donc, je pense qu'effectivement, ce qu'attendent les Français, c'est du courage politique et c'est d'être capable d'affronter la réalité des problèmes du pays. Et sur la question du budget, il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est que la moitié du dérapage des finances publiques, ce sont les retraites. Et que 2/3 du budget de la sécurité sociale, ce sont les plus de 65 ans. Et ce n'est pas dire c'est la faute des retraités. C'est de dire nous sommes dans un pays où nous faisons moins d'enfants et nous avons plus de personnes qui vivent longtemps. C'est une très bonne nouvelle, mais c'est une, aujourd'hui, inversion du modèle social que nous avions dans les années 60. Il faut donc réinventer notre modèle social. Vous rappelez que vous avez été dirigeante d'entreprise, vous pourriez donc être vous-même, vous connaissez la musique, candidate à l'élection présidentielle. Je vais être très claire. Moi, en 2027, je veux pouvoir peser. Je veux pouvoir peser en m'assurant que nous ayons un candidat qui porte la vision que j'ai pour la France. La vision que j'ai pour la France, c'est une vision où on est capable de travailler de la gauche responsable jusqu'à une droite humaniste. On a réussi à le faire. Ce n'est pas
Être centriste, c'est aller au-delà, rassembler autour d'un programme qui soit très clair, pro-européen, sans être naïf sur l'Europe, qui soit beaucoup plus, offensif sur la réindustrialisation, beaucoup plus offensif sur les politiques environnementales, parce que ce sont des politiques de protection des Français. Donc, on pourrait en disserter longuement, mais aujourd'hui, nous devons avoir un projet. Vous dites « je veux pouvoir peser ». Vous avez déclaré « je veux franchir une étape lors de vos vœux aux Anzinois ». C'est dans le Pas-de-Calais, chez vous. Aux Arazois, pour être plus large, puisqu'on était très nombreux. Oui. En fait, ça veut dire que vous pourriez être candidate. Je le redis, je veux peser en 2027. La manière de le faire définira... jamais répondre vraiment à ces questions-là. Non, mais parce que, à la différence de certains, je ne me vois pas... je n'imagine pas que c'est qu'un sujet de personne, c'est un sujet de programme aujourd'hui. Une femme candidate à l'Élysée. Ce serait formidable d'avoir des femmes candidates. Mais aujourd'hui, et des femmes candidates crédibles. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de dire aux Français... Vous y pensez, en tout cas. Ce que nous voulons pour eux. Quel est le progrès? Quel est le programme? Vous y pensez, Agnès Pannier-Runacher, vous y pensez? Encore une fois, moi je veux peser dans les élections de 2027, mais je n'ai pas une approche égotiste du sujet. C'est-à-dire, ce qui compte pour moi, c'est qu'on gagne en 2027. Et ça sera un combat collectif. Ceux qui sont dans le chemin personnel et qui imaginent qu'ils vont gagner tout seuls, ils risquent surtout de faire moins de 5% et d'être ridicules vis-à-vis des Français. Alors, parlons du MEDEF et de cette proposition de CDI jeune. Certains y voient un nouveau CPE, nouveau contrat jeune du MEDEF qui pourrait être rompu sans motif pendant les premières années. Vous êtes pour, vous êtes contre ? Écoutez, c'est assez simple. Si le MEDEF nous explique qu'il faut payer moins les jeunes que des salariés plus âgés pour faire le même travail, c'est inacceptable. Si le sujet consiste à dire on doit trouver des contrats d'insertion pour les jeunes, ceux qui ne sont pas formés, et c'est du donnant-donnant entre de la formation et de la rémunération, ça s'appelle un contrat de professionnalisation, ça s'appelle l'alternance. Et là, effectivement, discutons de la manière d'améliorer l'apprentissage, d'améliorer l'alternance, d'améliorer les contrats de professionnalisation. Donc non au mais projet non Patrick aux Martin. mesures à rabais pour les jeunes. Les jeunes sont aussi respectables que les personnes plus âgées. Quand ils font le même travail, ils ont la même rémunération. Donc non au projet de Patrick Martin, c'est non. Ouvrons la discussion. C'est CPE XXL, comme dit la CGT ? Ouvrons la discussion avec les partenaires sociaux pour savoir comment on améliore l'insertion des jeunes. Moi, je suis la première à dire qu'il faut améliorer ces dispositifs, mais quand je vois que j'ai des BTS en mécanique qui ne trouvent pas de stage dans les entreprises, je pense que c'est surtout ça aujourd'hui qu'il faut résoudre. Agnès Pannier-Runacher, Capgemini qui a mis en vente sa filiale travaillant pour ICE, la police de l'immigration aux États-Unis, c'est la bonne décision ? C'est une décision de responsabilité. Ça peut s'appliquer pour tout l'armement français, si on découvre par exemple que des armes sont vendues sur des zones de guerre ? Alors, je crois aujourd'hui que nous avons une éthique en matière de vente d'armes. Vous savez que nos entreprises sont extrêmement vigilantes à la manière dont elles vendent des armes et à qui elles vendent des armes. Et je pense que c'est une bonne chose. Je pense aussi qu'on a besoin d'une industrie de la défense. Il faudrait être naïf pour ne pas voir qu'il faut investir plus dans la défense, qu'il faut être plus autonome et qu'il faut que l'Europe cesse d'acheter des armes aux États-Unis et en achète au niveau européen. Dans le même ordre d'idées, Manuel Bompard de la France Insoumise qui parle de honte à propos de la vente à un groupe américain, vous savez, de LMB Aerospace, ce fabricant corésien de ventilateurs pour des engins dont le Rafale. Il ne fallait pas l'autoriser, cette vente. C'est une pépite, c'est une boîte qui marche bien. C'est une entreprise qui marche bien et qui a besoin de continuer à investir. Donc s'il y a des investisseurs français... Mais monsieur Manuel Bompard, si vous voulez, s'emploie par de multiples mesures à dégoûter les entrepreneurs français à investir sur le territoire. Et quand une entreprise a besoin de capital pour se développer, il s'étonne que ce soit des investisseurs étrangers qui proposent d'accompagner le développement des entreprises françaises. Donc ça s'appelle aussi l'hypocrisie. Et heureusement qu'il y a eu une mobilisation du gouvernement parce que effectivement, avec
un dispositif que nous avons mis en place, en tout cas que les gouvernements du président de la République successifs ont mis en place, qui s'appelle le contrôle des investissements étrangers en France. L'État dispose de ce qu'on appelle une golden share. C'est quoi une golden share? C'est la capacité à bloquer toute décision qui serait contraire aux intérêts français dans cette entreprise sans avoir à investir dans l'entreprise. Je pense que c'est une bonne mesure. Puisqu'on parle d'LFI, question à l'ancienne ministre, hein, vous êtes passé par l'industrie aussi, sur ce que dit Jean-Luc Mélenchon, qu'il faut rouvrir les gazoducs russes Nord Stream pour ne pas dépendre du pétrole, du gaz américain. Il a raison ou pas? On avait compris que M. Mélenchon était très proche des Russes. C'est une confirmation. Moi, je pense qu'on n'ouvre pas et qu'on ne se crée pas une dépendance supplémentaire à un ennemi qui est la Russie, qui est aux portes de l'Europe et qui fait la guerre à un pays qui aujourd'hui tient, mais avec quelle difficulté et quel courage. J'ajoute une chose, je ne suis pas plus enthousiaste d'être dépendante de M. Trump, et aujourd'hui, la priorité, c'est de développer notre production énergétique française. Nous sommes parmi les meilleurs au monde en matière énergétique. Nous sommes bons en nucléaire, nous sommes bons en renouvelables. Nous produisons beaucoup plus d'électricité que nous n'en consommons. Il est urgent de baisser les taxes sur l'électricité et de faire en sorte que les entreprises et les Français puissent utiliser plus d'électricité et moins de pétrole et moins de gaz naturel. Puisqu'on parle de l'influence des Américains, on peut penser aussi aux Chinois. Et à propos des réseaux sociaux, où il y a cette initiative Off February, c'est-à-dire se couper des réseaux sociaux pendant un mois. Je ne sais pas si vous êtes favorable à ça, vous. En tout cas, je pense qu'il faut être conscient de ce que représentent les réseaux sociaux, en particulier sur la jeunesse. Moi, je suis très favorable à la loi que nous avons votée la semaine dernière d'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Ça ne suffit pas. Il va falloir aussi former les moins de 15 ans, former les moins de 15 ans à l'intelligence artificielle, prendre la mesure. Ils peuvent aller sur ChatGPT, hein, ça serait le même résultat. Hein. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il faut aussi protéger les moins de 15 ans sur l'intelligence artificielle, les former et former autrement. Et puis et la question de l'intelligence artificielle, elle ne concerne pas que les jeunes, c'est-à-dire aujourd'hui quels sont... Donc former les jeunes. Former les jeunes et former les moins jeunes. Pas que sur les réseaux sociaux. Pas que sur les réseaux sociaux. L'IA. Comment fonctionne un algorithme? Comment on s'enferme dans une bulle? Quelles sont les intentions cachées des algorithmes pour diriger notre cerveau et nous empêcher d'être capable d'avoir un libre arbitre, que ce soit dans une plateforme comme Temu pour nous inciter à acheter, dans un réseau social pour nous inciter à croire n'importe quelle bêtise, ou sur Amazon pour donner des indications sur nos préférences et là aussi nous amener à acheter. Oui, Agnès Pannier-Runacher, il y a cette question de l'alimentation ultra transformée. J'ai vu votre tribune là, c'était publié par la tribune du dimanche. Vous êtes avec 29 députés, vous mettez en garde contre les dangers de cette alimentation. Vous dites double peine pour les ménages les plus modestes, à savoir la malbouffe. Hein, et puis aussi, il y a aussi peut-être le fait de l'espérance de vie derrière. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, c'est une tribune transpartisane qui va des Républicains jusqu'au Parti Socialiste, qui réunit 8 ministres de la Santé. Je pense que ça montre l'importance du sujet. C'est quoi l'alimentation ultra transformée? On a tous entendu qu'il fallait faire attention, pas abuser de nourriture trop salée, trop sucrée ou trop grasse. Là, ça va au-delà. C'est toute cette alimentation qui est boostée avec des additifs potentiellement cancérigènes, potentiellement dangereux pour la santé, de processus industriels que vous êtes incapable de reproduire dans votre cuisine et dont on évalue aujourd'hui que ça a un impact massif sur la santé. On pense que ça représente près de la moitié de notre déficit de la sécurité sociale en coûts, c'est-à-dire c'est des gamins de 15 ans qui ont du diabète. On n'avait jamais vu ça auparavant. C'est une progression de l'obésité. C'est dommage que ça arrive en fin de deuxième quinquennat, cette histoire. Hein. Non, c'est un sujet sur lequel on a déjà travaillé et il y a une stratégie qui est prête. Et moi, j'enjoins le Premier ministre à publier cette stratégie et à assumer de réduire la nourriture ultra transformée. Comment fait-on? On commence par les cantines.
On commence par les cantines. On n'a pas besoin de demander aux parents de faire des efforts insurmontables et parfois difficiles avec leur pouvoir d'achat. On limite drastiquement la nourriture ultra transformée à la cantine. On donne l'information au consommateur et on assume d'avoir un Nutri-Score. Après, le consommateur fait son choix, mais au moins on ne lui ment pas. Allez, on fait en sorte de former les enfants à l'école, à l'alimentation. Moi, j'avais ça quand j'étais petite, en maternelle. On nous apprenait effectivement ce qu'étaient les aliments, on faisait des gâteaux. Enfin, ça a l'air très basique, mais c'est essentiel et on a un formidable potentiel en France parce qu'on a une véritable culture de la cuisine. Nous verrons si Sébastien Lecornu vous aura entendu. Juste une dernière question pour boucler, Patrick. Primaire de la droite et du centre quand même pour cette désignation du candidat 2027. Je ne sais pas si vous avez envie d'y aller ou pas. Il pourrait y avoir une primaire à droite. Alors, moi, j'estime qu'il faut effectivement un mécanisme de sélection qui permet d'avoir un seul candidat, qui a de la gauche responsable à la droite pro-européenne. Ça s'arrête où, à Bruno Retailleau Ça veut dire que Bruno Retailleau est manifestement pas dedans. Nous n'avons pas le même logiciel politique que Bruno Retailleau. Je pense que c'est pas une surprise et il n'y a pas de problème. Chacun se retrouve là où il est, mais aujourd'hui, effectivement, de Xavier Bertrand probablement jusqu'à Bernard Cazeneuve, il y a un espace de gens qui sont des gens raisonnables, responsables, qui ont des valeurs relativement proches, mais qui ne vont pas utiliser, par exemple, la question de l'immigration, apporter des réponses qui sont inadaptées aux problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui en matière de sécurité ou d'immigration. Et avec peut-être vous-même dans cette primaire un jour, Agnès Pannier-Runacher, peut-être. Merci. Merci à vous. Peut-être oui ou non. Vous êtes prête à ça, à une primaire. Et vous l'avez dit, il faut des femmes. Oui, il faut des femmes, mais il faut surtout un programme. On met pas une femme pour une femme. Moi, je n'ai pas du tout l'intention de servir de quota ou de mascotte. Ouais. Ce que je veux, c'est que les idées que je porte soient portées et elles seront portées par le meilleur candidat. Eh ben voilà. Ou vous-même. Par le meilleur candidat. Vous y réfléchissez en prenant un café le matin. Par le meilleur candidat. Bon, très bien. Allez, il est 8h33. Dans un instant, nous continuons. Merci Agnès Pannier-Runacher. Dans un instant, nous continuons. Où va la France ? La France ne sera plus parmi les 10 premières économies en fait du monde d'ici la fin de la décennie. C'est Nicolas Bavrez qui le dit. Il a souvent alerté sur les dangers en fait de l'économie française. Je ne sais pas ce que vous en pensez quand on a évoqué en fait toutes les questions de souveraineté en fait tout à l'heure, bien sûr, d'investissement, de confiance. Nous en parlons dans un instant et puis on parlera de ça. Est-ce que vous pouvez vous passer des écrans, des réseaux sociaux pendant, allez, je ne vais pas dire un mois, puisque là il y a un mois, une journée déjà, ce serait effectivement un sacré pari, bien sûr nous en parlons, et puis on va déguster ensemble des crêpes. Oui, c'est la Chandeleur quand même, évidemment.